le citoyen reprenne place dans la vie de la ville et que la nature reprenne place dans la vie de la ville. Après, les services de l'État ont travaillé, ils ont pris un décret et aujourd'hui ce statut de logement existe. Et donc ça, c'est un coup de maître. Bonjour à toutes et tous, donc je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de cette 5e saison de la table ronde Urbanisme en francophonie consacrée à la pratique des jeunes professionnels de la fabrique urbaine, donc qui est organisée à l'initiative de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, en partenariat avec l'Ordre national des urbanistes au Cameroun et le réseau Apéro, Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, ainsi que le laboratoire de géoarchitecture de Brest situé à l'Université de Bretagne occidentale. Donc pour ma part, je suis Charlotte Blunven, ingénieure d'études en charge du suivi du programme Urbanisme en francophonie, qui est piloté par l'AIMF, réseau donc de 300 villes ou associations depuis l'espace francophone, qui est à la fois un forum de concertation donc entre les élus locaux, mais aussi qui appuie des programmes innovants et impactants portés et mis en œuvre par les villes. Donc, je vous remercie particulièrement pour votre présence pour ce deuxième webinaire consacré cette fois-ci à la fabrique urbaine à l'épreuve de l'expérimentation, quelle place pour les habitants et le vivant. Donc, ce sont les jeunes professionnels d'aujourd'hui qui auront à faire face avec le plus acuité aux défis sociaux, climatiques, économiques et même stratégiques. C'est pourquoi il est important donc de les mobiliser dès maintenant. Et nous verrons notamment que parmi les changements les plus présents aujourd'hui, deux impactent fortement le rôle des urbanistes dans la cité. Donc à la fois la place accordée aux habitants, bien sûr, mais aussi plus largement aux vivants. Donc par ce webinaire, nous verrons comment les jeunes professionnels de la fabrique urbaine, élus mais aussi professionnels, portent une exigence, une attention, mais aussi une pratique différente de leurs aînés sur ce sujet des transformations possibles. Au-delà donc de ces 3 webinaires que compose cette table ronde, Adama Diallo, qui est ingénieur d'études rattaché au laboratoire de géoarchitecture de Brest, se chargera de coordonner la création d'un réseau des jeunes professionnels de la fabrique urbaine et donc et également de construire un plaidoyer qu'il s'agira de porter auprès des membres du bureau de l'AIMF à l'occasion de la conférence internationale Urbanisme en francophonie sur le réenchantement des villes qui se déroulera à Paris les 2 et 3 octobre 2024, mais plus largement auprès de tous les représentants de la francophonie durant le 21e sommet de la francophonie qui, lui, aura lieu les 4 et 5 à Paris, donc les 4 et 5 octobre 2024 également. Je remercie donc l'ensemble des membres du comité qui travaillent avec nous à la réalisation de cette table ronde. Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'AIMF, Jean Yango, économiste urbaniste, secrétaire permanent de l'Association des villes et des collectivités de l'Afrique centrale et ancien directeur de la planification urbaine et du développement durable à la communauté urbaine de Douala. Lionel Prigent, urbaniste et économiste, professeur à l'UBO et directeur du laboratoire de géoarchitecture de Brest. Alain Bourdin, sociologue. Sylvain Allemand, journaliste. Alimam Rapti, urbaniste et William Gouzien, technicien. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant donc cette courte introduction, un débat entre les intervenants que je remercie tout particulièrement pour leur présence. Et donc, tout au long de cet échange, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet QR qui s'affiche en bas de votre écran. Et donc, Sylvain Allemand se chargera de les remonter, bien entendu, aux panélistes. Et enfin, nous terminerons ce webinaire par une synthèse de 15 minutes qui sera réalisée par Alimam Rapti, urbaniste. Cette série de réflexions donc s'inscrit dans le cadre de l'initiative Urbanisme en francophonie que vous pouvez donc découvrir en ligne sur la plateforme www.urbanisme-francophonie.org. En mobilisant donc des partenaires publics, mais aussi privés, ce programme est destiné à préserver la cohésion sociale et le droit à la ville pour toutes et tous, à analyser les différentes manières de penser et de faire la ville et de contribuer à un futur urbain pour l'espace francophone qui préserve la diversité et la richesse des villes. C'est un projet collectif ouvert à tous, donc pour ne rien manquer de l'actualité, vous pouvez dès à présent rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur Facebook et LinkedIn. Je laisse sans plus tarder la parole à Sylvain Allemand, journaliste et modérateur de cette table ronde, sollicité par l'AIMF, à la fois pour son intérêt pour les problématiques urbanistiques, mais aussi de développement durable. Très bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette introduction et ce passage de relais. Alors, je vous propose d'accrocher nos ceintures parce qu'une nouvelle fois, nous allons, par la magie de la virtualité, voyager du côté du Togo, du côté d'autres endroits de la planète. Et sans plus tarder, d'ailleurs, je vous invite à nous rendre sur l'île Saint-Denis. Alors, quelque chose me dit
qu'au mois de juillet et août, on saura définitivement placer l'île Saint-Denis sur une carte mondiale parce que cette île, ce territoire, cette commune va accueillir le village des athlètes. Mais avant vivre l'expérience des JO, je vous propose de la découvrir par la voix de son maire. Merci à vous, Mohamed Nabali, d'avoir tordu votre agenda de maire, mais aussi au titre de vice-président de l'Association des maires de France. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement actif, de très entrepreneur. J'utilise à dessein ce mot, on y reviendra. Et avant de nous dire dans quelle mesure les JO pourront donner ou ont déjà donné un coup d'accélérateur à vos projets d'aménagement urbain, avant de nous dire ce que vous faites pour renaturer votre ville, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, Mohamed Nabali, nous resituer le contexte de cette commune particulière? C'est une île, vous nous direz en quoi, est située dans le département de Seine-Saint-Denis, au nord et est de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur des sujets qui nous questionnent et que nous tentons de pratiquer au quotidien à l'île Saint-Denis. Oui, l'île Saint-Denis est une île de la Seine. Il y a deux communes fluviales en France, dans ma commune. Et la Seine-Saint-Denis se trouve en Île-de-France, au cœur de la capitale économique, je dirais, du pays. Alors, déjà, à vous dire que avant de parler de la ville, je vais parler du département. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France, qui a connu tous les flux migratoires depuis les années 30 et qui a un niveau de pauvreté très important. Et moi, j'y ai grandi. J'y suis élu depuis maintenant 10 ans. Et tout le travail qu'on a essayé de faire à l'île Saint-Denis, qui était une ville ouvrière, principalement autour des activités de stockage de grands magasins comme les Galeries Lafayette ou les entrepôts du Printemps, a vu une crise du chômage sans précédent s'installer dans les années 90 avec le départ de ces grands groupes et une ville qui a vécu, je dirais, 50 ans de servitude au service du monde économique. Et du coup, depuis maintenant 20 ans, une liste citoyenne est en responsabilité à l'île Saint-Denis et travaille sur justement comment faire en sorte que le citoyen reprenne place dans la vie de la ville et que la nature reprenne place dans la vie de la ville. Et donc, je vous dis ça pour vous dire que je suis en plein cœur de la réflexion d'aujourd'hui et donc très heureux et honoré d'être avec vous. En quelques mots, l'île Saint-Denis, c'est 8500 habitants, 85 nationalités, plus de 90 associations. C'est 14 km de long, 7 km de long, 14 km de berge. Pour vous donner une ordre de grandeur, tout Paris, c'est 15 km de berge. Donc, mon île a autant de berges que la ville de Paris. Et c'est également un taux de pauvreté de 31%, qui est énorme, qui correspond aux enjeux du département, qui a une moyenne de 28%. Voilà. Et nous travaillons à faire reculer la pauvreté avec une approche assez simple pour rentrer dans le cœur de notre sujet. La première chose qu'on a posée sur la table à l'île Saint-Denis, c'est de dire que l'intérêt général, c'est l'affaire de tous. L'intérêt général, c'est l'affaire de tous. Ça veut dire que toutes les parties prenantes d'un territoire doivent participer au développement du territoire. Et après avoir dit ça, il faut définir et préciser les mots. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts individuels ou ce n'est pas la somme ou ce n'est pas l'intérêt collectif de quelques-uns. Voilà. Et donc, du coup, le premier sujet travaillé à l'île Saint-Denis, c'est la citoyenneté, qui est l'une des briques fondamentales de notre projet de développement territorial, où j'ai des messages assez simples sur mon île. Quand on n'a pas d'argent, on compte sur les gens. Les gens avant l'argent. Une société de liens face à une société de biens. Bref,
tous ces messages sont assez simples. C'est de dire qu'on peut agir sur la transformation de territoire avec comme première ressource les qualités, les expériences, les expertises et les histoires des personnes autour d'un intérêt général, d'un bien commun. Alors, des personnes, mais également de tout ce tissu associatif qui constitue votre ville. Vous vous appuyez sur ce qu'il est convenu d'appeler l'économie sociale et solidaire, ou alors les acteurs de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que vous arrivez à poser un regard positif sur un territoire qui apparemment, de prime abord, présente les stigmates de la crise, de la pauvreté, etc. Et vous donnez l'exemple puisque avant même d'être élu maire, vous avez entrepris la création, vous avez porté une initiative sur laquelle j'aimerais vous avoir quelques mots, puisqu'elle dit beaucoup de la démarche que vous allez adopter par la suite en tant que maire. Je veux parler de cette fameuse ferme des possibles. Très joli nom. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça là? Les possibles. En fait, le message qu'on porte depuis des années sur notre territoire, c'est les possibles. Et pour nous, c'est un message très fort parce que ce que j'ai beaucoup entendu sur notre territoire par le passé, c'est pas pour nous ou c'est pas possible. Et donc, la ferme des possibles, c'est un cri de guerre, c'est une prise de conscience qui veut dire tout est possible. Et dans le tout est possible, on a commencé par faire un diagnostic territorial des ressources et des besoins d'un territoire et de se dire que nos faiblesses ou nos besoins peuvent être des ressources. On a une approche très systémique. Et la ferme des possibles, c'est quoi? C'est tout un travail autour de l'alimentation durable. Et vous l'avez vu dans la présentation de la ville tout à l'heure, on a un taux de chômage des jeunes qui est très important. Alors, on a relié des agriculteurs du périurbain et on s'est mis à être nous-mêmes agriculteurs urbains autour de l'agriculture biologique. Et on a mis en place un outil de travail permettant à des personnes éloignées de l'emploi, sortant de prison, personnes en situation de handicap, primo-migrants, jeunes sans qualification, à travailler et à se former autour de métiers porteurs tels que préparateur de commandes, livreur, vendeur, employé polyvalent en restauration, etc. Et en fait, la chaîne de valeur est assez simple, elle est globale. On est aujourd'hui agriculteur urbain où on a des fermes agricoles en Seine-Saint-Denis qui sont des lieux de nature et de nourriture ouverts au public. Ensuite, on a des outils de transformation alimentaire qui permettent non seulement au territoire de pouvoir bénéficier à des prix attractifs, à des produits sains et durables, mais aussi à aller chercher de la richesse économique en dehors du territoire en vendant à des grandes entreprises nos produits et services. Et en fait, toute l'approche que nous portons à l'île Saint-Denis, c'est celle-ci. C'est déjà coopérer est une nécessité. C'est un peu le message qu'on porte beaucoup. Et coopérer pour innover, coopérer pour être résilient, coopérer pour se développer. Et à l'île Saint-Denis, on a exactement la même philosophie où on est passé d'un premier secteur d'activité qui était euh, euh, la logistique, et notamment la logistique pour les grands groupes en sous-traitance, à l'économie sociale et solidaire comme première activité privée sur la commune et qui permet de créer des emplois locaux, des emplois pour les plus vulnérables et des emplois résilients. À dessein, je change de sujet, mais ça illustre le fait que vous traitez de tous les sujets, de toutes les problématiques, en essayant d'enclencher une dynamique. Et l'autre sujet que j'aimerais aborder, qu'on a évoqué, c'est la renaturation aussi de l'île Saint-Denis, qui est confrontée, comme beaucoup de villes de la proche banlieue, par une densité urbaine. Et donc, vous vous employez à y faire revenir le végétal. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes d'action que vous portez dans ce sens-là? Alors, vous êtes venu avec une diapositive récapitulative de ces actions en matière de renaturation. Merci à Alors, William au passage. merci William pour la carte. Alors, déjà vous dire que dans notre approche, je dis souvent réparer les gens, réparer les terres. En fait, je dis que les gens ne naissent pas vulnérables, ils le deviennent face à un système socio-économique, politique, technique, etc. Et donc,
tout le travail qu'on a fait à l'île Saint-Denis, c'est travailler sur les vulnérabilités et toujours avec cette même approche, en faire des forces. L'île Saint-Denis, c'est 177 hectares, 100 de terre et 77 d'eau territoriale. Et on est en première couronne de Paris, donc avec une pression foncière qui est très, très importante. Et on a fait un choix politique fort, c'est de faire de cette île une île nature avec 50% des espaces terrestres en espaces verts et naturels, un espace vert à moins de 5 minutes de chaque habitation et un rapport à l'eau également. Exemple, là, vous avez une carte qu'on a présentée aux habitants il y a quelques semaines avec les différents espaces verts qu'on est en train de consolider, soit existants, soit des nouveaux. Au nord de la ville, on a une réserve naturelle ornithologique où on prend soin des cormorans et des martins pêcheurs qui viennent hiberner chez nous euh, chaque année. On a un parc Natura 2000 de 23 hectares. On a transformé nos équipements sportifs en parcs sportifs. On a été l'une des premières villes du département à transformer la gestion de son cimetière avec zéro pesticide dès 2016. Il y a ensuite énormément de petits espaces qu'on crée dans chaque quartier. Et là, sur cette carte, vous n'avez pas, là, c'est tout ce qui est public. Vous n'avez pas ce qui est privé, parce qu'on a demandé aussi à tous les bailleurs dans les cités de faire des squares au cœur des cités. Mmh. Et ensuite, ce que vous voyez en bleu, c'est nos berges de Seine qu'on requalifie aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir marcher à pied sur toute la longueur de l'île sur un bras sans voiture et Mmh. sur le grand bas avec une piste cyclable rapide. N'en jetez plus, Monsieur Nabali. Ce que l'on comprend à travers cela, c'est que vous n'avez pas attendu comment la perspective des JO qui vont définitivement nous aider à placer l'île Saint-Denis sur une carte mondiale. Et donc, venons-en à ces JO, ne serait-ce que pour rappeler que ça, c'est un accélérateur de transformation urbaine, mais encore une fois, que vous avez su anticiper. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi précisément, notamment en termes de logements sociaux? Alors, vous dire, et c'est important, je pense que la candidature de la France, elle a été forte parce qu'elle part d'un constat territorial qui est, OK, faisons de ces jeux un outil de rattrapage territorial sur des territoires en fragilité, et notamment la Seine-Saint-Denis. Et une ville comme la mienne rentre dans les jeux avec cet état d'esprit et pas avec une feuille blanche, avec plein de besoins, plein d'enjeux. Et ce qu'on a fait à travers les jeux, c'est accélérer notre projet de ville à travers la réponse à nos besoins et à travers la capacité de renforcer nos ressources. Et à l'île Saint-Denis, les Jeux Olympiques, ça se traduit avant tout par des infrastructures lourdes qu'on n'aurait jamais obtenues. Pour une île, un nouveau pont qui va nous permettre d'être à côté d'une gare qui est en construction, qui sera finie pour les Jeux, qui est la gare Pleyel-Saint-Denis, qui sera la plus grande gare du nord de l'Île-de-France. C'est l'enfouissement des lignes à haute tension, c'est un mur anti-bruit sur l'autoroute A86 qui nous survole, c'est l'aménagement des berges de Seine et c'est des logements, notamment 320 logements, un hôtel, une résidence étudiante, 10 000 m² de bureaux, une base de loisirs nautiques, une cité des arts et de la culture et un parc de 2 hectares. Ça, c'est l'héritage direct. Et de manière indirecte, on s'est servi des jeux pour impulser toutes nos autres politiques publiques avec nos partenaires. Et un exemple fort que je prends souvent, c'est les bailleurs sociaux, où j'ai 60% de logements sociaux sur ma commune, qui représente 70% de ma population qui y vit. Ben, on rénove 100% du parc social grâce à l'impulsion des Jeux. Avant 2028, on aura tout fini et on sera la première ville de France à pouvoir dire que c'est possible, même avec peu d'argent, si, il y a une vision claire et une capacité à faire effet de levier avec les différents projets locaux, régionaux, nationaux et internationaux.
Bon, merci, merci pour cette première prise de parole à l'enthousiasme communicatif. Vous restez avec nous parce que bien évidemment, je serais très curieux de vous voir réagir aux autres témoignages. Mais merci déjà pour cela, Mohamed Nagabi. On va partir de l'île Saint-Denis pour aller sur une autre île, l'île Mayotte, y retrouver Vanille Guichard. Bonjour Vanille Guichard, vous êtes architecte et urbaniste et vous êtes directrice de l'aménagement et du renouvellement urbain à la ville de Koungou, et qui est la deuxième plus grande ville de Koungou, de un peu plus de 30 000 habitants. Vous me corrigerez si nécessaire. Alors malheureusement, Mayotte est au cœur d'une autre actualité. Tout récemment, le gouvernement faisait état du lancement de la deuxième opération Place Nette. Ce que je vous propose, c'est de prendre du recul par rapport à cette actualité, et merci d'ailleurs à l'AIMF de nous permettre de prendre ce recul pour découvrir ce qui se fait en matière de logement, de réhabilitation, d'aménagement dans les bidonvilles. On verra qu'il y a des choses qui sont là aussi possibles, pour reprendre le mot cher au maire de l'île Saint-Denis. Mais auparavant, avant de nous dire ce que vous faites, la méthodologie que vous développez, Vanille Guichard, pour comment permettre à des populations de vivre dignement dans les bidonvilles de l'île et de votre ville en particulier, je vous demanderai de nous replacer dans la carte mondiale la ville de Koungou et par là même l'île de Mayotte. Vous êtes venu pour cela avec des images satellitaires qui permettent de rendre compte d'emblée de la première problématique à laquelle vous êtes confronté, c'est l'étalement, pour ne pas dire le grignotage urbain qui affecte, qui travaille votre territoire. Vanille Guichard, bonjour. Bonjour, merci pour cette introduction très juste. Donc oui, effectivement, ça fait le lien parfaitement avec l'intervention qui était très intéressante. Je remercie monsieur le maire de l'île Saint-Denis. Et la ville de Koungou est elle aussi confrontée à des problématiques sociales assez fortes, dont on essaie de tirer profit pour valoriser en fait les potentiels de cette ville. C'est bien la deuxième ville de Mayotte, avec maintenant plus de 55 000 habitants. Donc c'est un territoire qui est confronté à pas mal de problématiques. Du coup, peut-être qu'on peut afficher la carte, comme ça me permettra d'illustrer plus simplement la problématique voilà, les formes d'urbanisation auxquelles vous êtes confrontés. Merci. Super, William. Merci beaucoup. Merci William. Et donc là, donc Koungou, c'est la deuxième ville de Mayotte, si on revient à la vue satellite qui montre tout Mayotte, c'est super. Et en fait, du coup, c'est une ville qui est située au nord de la ville principale de Mayotte et qui concentre un peu toutes les problématiques dont on peut entendre parler à Mayotte, qu'on connaît aussi en métropole, mais aussi dans d'autres pays, donc à savoir de la pauvreté, de l'urbanisme informel, des problématiques d'insalubrité, des problématiques environnementales, d'insécurité aussi, mais aussi beaucoup de ressources. Koungou, c'est la ville qui a le port de Mayotte, c'est celle qui a aussi beaucoup de carrières, où il y a une population très jeune et qui a beaucoup à donner. Donc là, ça fait complètement écho au projet de la ferme des possibles. Donc il y a beaucoup de choses à faire et simplement, on essaie de venir comprendre petit à petit à quel problème on fait face pour agir. Le problème principal, c'est la défiance en fait dans les pouvoirs publics, puisqu'il y a tellement de manque de prise en fait sur toutes ces problématiques-là, et notamment, vous pouvez le voir entre les deux photographies aériennes, l'étalement urbain informel qu'on voit juste en bas de la photo, qui est le village qui cumule le plus de difficultés à Mayotte, qui s'appelle Majika Vokoropa, et sur lequel on travaille avec l'ANRU. Et en fait, il y a un bidonville qui s'étale et qui s'étale, et la question c'est pourquoi, comment, qui est concerné, et qu'est-ce qu'on peut faire pour venir améliorer la situation de ces personnes. Et ensuite, je voulais vous montrer la photo qu'on voit en bas à gauche, qui illustre très simplement cette problématique, parce qu'on voit toutes les eaux noires et grises qui dévalent, y compris dans les habitations.
on voit tous les branchements en fait, d'eau et d'électricité qui font l'objet d'un commerce où finalement, il y a aussi un marché de la pauvreté, en fait, pour le dire plus simplement, un business autour de ça, et qu'il faut déconstruire pour mieux agir sans prétendre répondre à tous les problèmes. Donc, on essaie de prioriser, et ça, c'est grâce au courage politique du maire de Kungu qui a pris des décisions fortes. Et du coup, si on passe aux images d'après, Alors, si vous on m'autorisez, voit... Ouais, Vanille, bien un sûr. point que j'aimerais souligner, mettre en exergue dans votre philosophie, c'est de partir du constat qu'il y a effectivement cette défiance à l'égard des pouvoirs publics qui n'ont pas traduit dans les faits des décisions en matière d'aménagement, etc. Pour autant, vous ne renoncez pas à travailler pour cause avec eux. Vous citiez à l'instant l'ANRU, que vous avez su enrôler. Mais donc, vous œuvrez à la mise en place, à l'élaboration d'une méthode pour associer le maximum de parties prenantes. Et c'est ce qui illustre cette seconde illustration. Tout à fait, exactement. En fait, l'objectif, c'est de pas venir commencer à trouver des solutions sur le papier pour ensuite les appliquer, puisqu'on est sur un territoire où il y a des problèmes sur le terrain, qui rencontrent des difficultés qui sont aussi liées au fait qu'elles sont pas compatibles avec le cadre réglementaire franco-français. Et donc, du coup, on est dans une espèce d'antagonisme où si on veut trouver la solution intellectuelle, en fait, on la trouvera jamais parce qu'il faut tester des choses pour trouver des solutions avec les acteurs du terrain. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que je vous montre ce dessin qui est l'objet d'un travail d'équipe très fort au sein de la ville. On est une équipe assez diversifiée. Et où en fait, on va énormément sur le terrain et on s'est posé la question, mais en fait, c'est quoi le bidonville? De quoi on parle? Parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Souvent, on parle des habitants avec une image très, très figée, extrêmement réduite. On dit que c'est que des étrangers ou alors sinon que c'est que des personnes qui sont pauvres ou alors que c'est au contraire que des personnes qui sont très riches. Enfin, voilà. Il y a énormément de fiction autour de tout ça. Donc, on a essayé de mieux comprendre de qui on parle. Et ce dessin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il illustre en fait cette complexité-là. Le fait qu'il y a des habitants, par exemple, qui sont venus intégrer le bidonville parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Donc ça, c'est les quartiers qui sont les quartiers qu'on appelle un peu tremplin, quoi. On va quand on n'a pas le choix, puis dès qu'on peut s'en sortir, on s'en sort. Il y a la même chose en métropole sous d'autres formes. Il y a aussi ceux qui en font un business, donc ceux qui ont un terrain et qui ensuite vont le découper pour le revendre à la découpe. Donc ça, c'est interdit, bien sûr, et qui le vendent même parfois par acte sous sein privé. Donc ça veut dire que derrière, il y a des personnes qui se font arnaquer parce qu'ils achètent des terrains parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'en acheter. Et ils se retrouvent à acheter des terrains qui n'existent pas au regard de la loi. Donc ils perdent des milliers d'euros qui passent sous la table. Mais on a aussi des gens de bonne foi qui essayent de tenir leur terrain et qui se le font squatter et avec qui on échange pour pouvoir trouver des solutions. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais simplement c'est pour dire qu'il faut sortir un peu de l'imaginaire collectif du bidonville, prendre chaque problème et tester des solutions. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc ça, c'est les photos de la troisième, de la troisième, Série du de troisième photos. visuel. Ouais. Voilà. Et là, je voulais pas parler de tous les projets parce que l'idée, c'est pas de faire une présentation exhaustive, mais plus d'illustrer la dynamique de travail du maire et des équipes techniques. Et en fait, la logique, c'était typiquement, par exemple, on a des bidonvilles. Ça fait 20-30 ans qu'il y a très peu d'actions, voire pas du tout, qui ont été menées parce qu'en fait, on ne savait pas reloger les gens. Pourquoi? Parce que les gens, à Mayotte, c'est une exception française. Il y a la dérogation de séjour qui fait que, avec un titre de séjour 1 an, je peux être sur le territoire, mais je n'ai pas le droit d'aller ailleurs en France. Donc ça, c'est une exception dans toute la France. Et en plus de ça, je n'ai pas accès aux aides. Donc ça veut dire que je suis dans un espèce de piège où on m'autorise à être ici, mais par contre, j'ai aucune carte pour pouvoir m'investir sur le territoire, mettre du sens et vraiment m'intégrer. Donc je suis dans un espèce de piège ni-ni, quoi. Je suis ni en Comores, ni à Mayotte, ni en France, enfin voilà. Et donc ça a tout bloqué. Ça veut dire qu'en fait, l'État en France, il préfère trouver des solutions, puis agir, pour être sûr de ne pas prendre de risques. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que pendant 20 ans, ils n'ont pas démoli les bidonvilles, puisqu'on ne savait pas reloger les gens, puisque les gens n'étaient pas éligibles au logement social, puisqu'ils n'avaient pas les aides. Et donc, on a fait ce qu'on appelle des RHI, mais là, c'est du charabia technique, réseau. Ça veut dire qu'on mettait juste les réseaux. Sauf qu'en fait, ça ne résout pas l'insalubrité, puisque les eaux continuent de s'écouler, etc. Et donc, vu qu'il manquait cette case juridique, réglementaire, financière de c'est quoi reloger quelqu'un qui a le droit d'être sur le territoire, mais qui n'a pas tous les droits du droit français,
on a travaillé avec, donc la ville de Congo a travaillé avec les services de l'État, avec des architectes, etc., pour proposer des logements à un coût très, très maîtrisé dès la production. Et du coup, derrière, les gens n'avaient pas besoin de rentrer dans telle ou telle case d'aide, en fait. Le loyer était de fait moins cher. Et ça a permis de montrer la capacité de faire des pouvoirs publics et donc de montrer que tout est possible et qu'il suffit juste de tester et après de faire le constat de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc ça, c'est la photo qu'on voit ici, hein, où en fait, avant, il y avait le bidonville, ça a été démoli, puis les logements ont été reconstruits. Aujourd'hui, on a fait un bilan. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas dans le concret, dans l'habitabilité. Par contre, au niveau réglementaire, 1 an après, les services de l'État ont travaillé, ils ont pris un décret et aujourd'hui, ce statut de logement existe. Et donc ça, c'est un coup de maître, en fait, qui montre que quand on agit et quand on prend des risques, le changement ne se fait pas dans le consensus permanent. Il faut prendre des risques et ça, c'est le courage politique qui parle. Et donc ça, c'est le maire qui a pris ces décisions-là. Et ensuite, c'est des projets par petites pierres, donc comme par petits pas japonais, quoi. Petit à petit, on est allé plus loin. On s'est dit, bon, ok, ces logements-là, maintenant, ils sont créés. Maintenant, on va s'attaquer au foncier. Et du coup, pour ne pas parler trop longtemps, je vais juste finir là-dessus. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on essaie de déconstruire toutes ces dynamiques de bidonville. Là, on vient de prendre le premier arrêté de DUP Vivien de Mayotte. Donc, c'est pareil, c'est une DUP où il faut beaucoup de courage politique, puisqu'en fait, c'est une exception dans le sacro-saint droit de la propriété, où un propriétaire, parce qu'il est estimé responsable d'une insalubrité, vient devoir payer en fait ce traitement-là. Ça veut dire qu'on va l'exproprier, et en plus, on va venir défalquer du coût du foncier tous les coûts qui sont relatifs au relogement, aux travaux, etc. Ça, c'est la première fois que c'est pris à Mayotte. Et ça va nous permettre, en fait, de passer un message très fort aux propriétaires qui tirent profit de l'insalubrité. Et derrière, de pas seulement faire des démolitions pour des démolitions. Et du coup, je refais le lien avec votre petite introduction sur Wambushu, etc. Place nette. Oui, c'est nécessaire de démolir parce qu'on ne résoudra pas le problème des bidonvilles sans la démolition. À un moment donné, l'insalubrité, c'est de l'insalubrité. Par contre, derrière, il faut qu'il y ait un projet. Et ça, c'est ce que porte le maire. Il y a des démolitions et derrière, il y a des projets de renouvellement urbain. Où, encore une fois, c'est la première fois que l'ANRU travaille à Mayotte sur des bidonvilles puisqu'elle a reconnu qu'il y avait une nécessité énorme de renouvellement urbain sur ces quartiers-là. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps, mais avec grand plaisir pour échanger. Il me semble que tout est possible sera le mantra de ce webinaire. On aurait pu, on le fera peut-être plus à travers les interactions avec les autres intervenants, évoquer aussi la manière dont vous prenez en compte les problématiques environnementales, parce que souvent ces bidonvilles sont aménagés dans des territoires qui sont vulnérables et donc qui exposent les populations à certains dangers. Ce que je voulais pointer, et je vous laisserai réagir, c'est ce que vous avez bien dit, c'est que finalement, ce sont des initiatives, des projets qui peuvent paraître micro en apparence, mais qui en fait sont destinés à faire évoluer la réglementation et qui en ce sens voient leurs effets possiblement décuplés. Mais s'inscrire dans cette logique, ça suppose de bien connaître les rouages des processus réglementaires, et c'est votre cas. Je ne résiste pas à l'envie de rappeler que vous aviez été auparavant rattaché à la délégation à l'environnement, à l'aménagement et au logement d'IA, pour l'acronyme, de Mayotte. Et donc, vous avez aussi une connaissance des rouages administratifs et ce qui vous permet de viser la transformation aussi par la réglementation. Ça n'appelle pas d'autres commentaires. Oui. Non, mais c'était juste, effectivement, pour les échelles, on a commencé petit avec cette opération dont je parlais qui fait 1 hectare, enfin qui concerne 1 hectare de bidonvilles de gens qui ont été relogés sur site. Ça, c'était important. Ça veut dire qu'ensuite, ils ont été en temporaire, puis ensuite, ils sont revenus sur site pour garder l'attachement au quartier. Mais après, là, on est rentré dans des logiques de grande échelle qui parlent vraiment de projets urbains où typiquement, il y a une démolition qui a été faite il y a 2 ans sur un site qui fait 5 hectares, donc qui a concerné 200 ménages, donc 1000 personnes, et où en fait, justement, la logique du maire maintenant, c'est de changer d'échelle et de rendre l'ensemble des parties prenantes responsables et donc d'impliquer aussi les services de l'État, les partenaires divers et variés dans ce changement-là.
Avant de partir au Togo, rejoindre notre troisième intervenant, j'ai quand même une question pour vous de Guy Claroc-Pagui, que je remercie au passage, qui salue la qualité de vos éléments cartographiques et qui voudrait savoir, être rassuré quant au fait que les personnes délogées temporairement le sont vraiment, c'est-à-dire que ce sont aussi les bénéficiaires des nouvelles constructions. Ou est-ce qu'il y a un jeu de chaises musicales? Dans les opérations dont je parle, donc qui sont portées par la ville, oui. Et c'est d'ailleurs la toute dernière photo dont j'ai pas parlé parce que le temps. Mais en fait, c'est une photo où c'était le moment où on a signé des conventions de relogement qui sont symboliques. Et en fait, c'est le maire qui s'est engagé dans son projet d'aménagement de rendre prioritaire en fait les ménages qui auparavant habitaient sur le bidonville. Et donc, c'est un engagement qui ne peut pas être juridique puisque ce n'est pas autorisé par la loi, mais où clairement, il y a un suivi, la travailleuse sociale qui est au sein de l'équipe les contacte régulièrement. Après, voilà, ça, c'est garanti par un accompagnement, par le fait que les personnes aient les ressources, etc. Mais c'est une volonté, et donc il y a des moyens qui sont mis derrière. Pour les démolitions qui sont portées par l'État, pour le coup, ce n'est pas nous qui pilotons, donc je ne pourrais pas en garantir cette dynamique-là, en gros, pour tout Mayotte, quoi. Merci. Restez avec nous. Nous partons au Togo rejoindre Bogrin Doumong, à qui je demande d'emblée s'il va bien, parce que je crois que vous sortez d'une visite médicale. Merci d'autant plus d'avoir honoré votre rendez-vous. Je vois que vous arborez un beau sourire, ce qui est plutôt bon signe. Rassurez-nous. Je vous rassure, merci infiniment. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et je suis heureux d'être ici. J'ai pris du plaisir à écouter les précédents intervenants que j'ai trouvés de très, très bonne qualité et dont les réflexions font quelque peu écho également à ce que je vais avoir pour vocation à partager avec vous. Tout à fait. Elles Donc, ont des témoignages qui ont des vertus thérapeutiques, hein. Merci encore. ça, je sais vous le confirmer. Merci. Alors, vous êtes socio-ingénieur et c'est très intéressant. Ça dit beaucoup de votre démarche. Vous êtes un ingénieur, vous êtes spécialiste du génie civil. On aura l'occasion de le voir, mais socio, et ça témoigne bien de ce souci aussi de prendre en compte les habitants, les usages. Vous vous présentez aussi comme expérimentateur urbain, c'est dire si vous étiez tout à fait idoine pour notre panel, physicien du bâtiment, fondateur de plusieurs structures, notamment Construire pour demain. Et votre expertise, votre retour d'expérience nous intéressait parce que, outre votre intérêt pour les matériaux biosourcés, on y reviendra, votre intérêt aussi pour la formation apportée de l'expertise avant même de songer à fournir des éléments techniques. Vous avez une démarche consistant à privilégier des communes rurales que vous faites essayer de rassembler, de fédérer, de faire coopérer, pour reprendre le mot du maire de l'île Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette initiative ayant consisté pas à pas, chemin faisant, à fédérer jusqu'à 4 communes rurales de votre pays pour essayer de fédérer, d'échanger, de mutualiser. Vous êtes venu avec une carte pour nous permettre de situer, contextualiser géographiquement ces communes rurales. Merci à William de la projeter. Sur cette démarche, Bogrin-Doumong, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce qui vous a amené à partir de communes rurales pour traiter de problématiques urbaines? Bogrin, est-ce que vous nous entendez? C'est bon, est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, très bien, parfait. Super. Donc, je trouve que les questions urbaines, peu importe l'endroit à partir desquels elles sont appréciées, ne peuvent que nous laisser, on va dire, devant le constat d'un certain nombre de défis qui sont plus ou moins partagés. Généralement, ces défis-là relèvent soit des questions liées à la gouvernance, soit des questions plus clairement liées à la planification. Mais on se rend compte très vite que partout où il y a ville, généralement, on constate peu ou prou de l'étalement urbain,
on constate des flux migratoires qui viennent renforcer en fait les dynamiques urbaines en elles-mêmes et complexifier l'appréhension de la notion de ville par les habitants. Et cela se lit beaucoup en Afrique. Moi, je vous parle de Lomé au Togo, qui est une ville qui se développe de plus en plus, où on voit migrer des populations majoritairement venues du nord du Togo, donc de la région des savanes qu'on observe à l'image là, donc sur la partie de gauche à l'écran. Et donc, cette région des savanes représente la région la plus pauvre du Togo. C'est également là où on trouve la plus forte concentration d'ONG au mètre carré. Et ce sont des personnes qui, sur place, sont majoritairement actives dans les milieux ruraux, principalement autour de l'agriculture et de l'élevage. Sauf qu'on se rend compte de plus en plus qu'avec les difficultés en lien avec la pauvreté, en lien avec l'exode rural, ce sont des milieux qui se vident de forces vives et qui, du fait justement de cette carence-là, dont le constat se renouvelle tous les jours, deviennent totalement désertes. Et donc, les personnes qui restent là-bas représentent une force beaucoup moins productive, donc incapables d'adresser leurs réels défis. Donc, à côté de cette dynamique-là, on observe également qu'il y a celle qui nous vient d'un peu plus au nord, du Sahel notamment, ou du fait justement des crises qui se multiplient de plus en plus, du fait entre autres de l'assèchement du lac Tchad et des conflits armés. On a des pressions qui sont de plus en plus accentuées, des flots de population qui se jettent comme ça sur les routes de l'exode et qui visent les capitales du Golfe de Guinée principalement. Le problème, c'est que quand ces personnes arrivent et qui ont des difficultés pour se loger, quand elles constatent parfois à leurs dépens que la ville ne tient pas toujours ses promesses, elles complexifient en fait les questions liées à l'habitat, à travers l'habitat au logement et au foncier notamment. Et donc, lorsqu'on regarde un peu ces éléments, on se rend compte qu'il s'agisse de Cotonou, qu'il s'agisse de Lomé, qu'il s'agisse d'Accra ou même d'Abidjan, la problématique se répète. Maintenant, dans le cas du Togo, la question s'est très vite posée de savoir comment penser l'urbain sans prendre en compte la nécessité justement de maîtriser en fait ces flux de population là qui se déploient ça et là. D'où la nécessité de penser les milieux ruraux et les villes intermédiaires comme étant des sas capables de maintenir une partie de ce flux migratoire là. Donc, toute notre réflexion. Oui, si vous me permettez, Beaugrain, juste pour dire qu'avant de nous expliquer ce que vous entreprenez concrètement avec ces communes rurales, je ne résiste pas à l'envie de vous demander de rappeler un peu la genèse de ce premier regroupement de communes jusqu'à 4 qui s'est fait finalement en marchant au gré de rencontres en 2021. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas une structure institutionnelle que vous avez créé qui s'ajouterait à d'autres existantes, mais c'est d'abord une aventure liée à des rencontres fortuites avec d'autres élus qui ont eu envie de travailler ensemble, de croiser leurs diagnostics, leur expérience. Exactement, c'est bien cela. Justement, j'allais en venir. C'est que toute la réflexion autour de la question des villes s'est imposée par la nécessité de penser d'abord le monde rural. Et c'est ce faisant justement que cet intérêt là grandissant, j'ai eu l'opportunité, à la faveur d'un événement organisé par l'ambassade américaine de Lomé sur les questions liées à l'intelligence territoriale. À l'époque, je travaillais pour le Centre africain de veille d'intelligence économique. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des maires du Nord Togo qui, pour la première fois, me marquaient leur sensibilité par rapport aux questions de développement urbain durable. Et ça, c'est le discours qu'on n'avait pas pour habitude d'entendre. Parce qu'en général, lorsqu'on rencontrait des élus, la première question qui sautait, c'était toujours la question des financements inexistants, etc. Mais jamais vraiment la matérialisation d'une ambition concrète de faire quelque chose qui transforme durablement les villes. Et donc, de premiers échanges sont nés là en avril 2021 et se sont poursuivis à une deuxième occasion, encore une fois offerte par l'ambassade américaine de Lomé, où nous avons décidé cette fois-ci, alors que l'événement ou la rencontre se tenait
au sud du Togo, de faire le voyage ensemble vers le nord, donc la région des savanes là qui apparaissait tout à l'heure. Le but étant d'aller au cœur de ces différentes villes-là, dont les maires ont matérialisé leur intérêt, d'aller faire un tour histoire de découvrir plus en détail ce qui se passe sur place, les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Et donc, partant de là, amorcer en fait une réflexion conjointe sur ce que pourrait être notre contribution collective à la relève de ces défis-là. Et donc, Alors, en ce qui vous concerne, vous avez d'emblée mis l'accent, on y vient, à l'enjeu de la formation. Tout ingénieur que vous soyez, vous n'avez pas eu pour premier réflexe de mobiliser des ressources techniques, de l'ingénierie, mais d'abord de former, alors, et les habitants et les élus. Et vous êtes venu d'ailleurs avec quelques illustrations pour voilà, montrer ce que vous mettez en place. Alors, il me semble que c'est vous qui prenez la parole dans un dispositif de radio que vous avez mis en place. Dites-nous en plus. non, ici, j'intervenais sur une radio, la radio de la commune de Séquencé, mais j'aimerais qu'on revienne au graphique précédent afin de cibler plus clairement ces 4 communes-là. Donc, en réalité, nous avons visité les 4 communes qui apparaissent selon la légende. Il y a la commune de Séquencé 1 qui apparaît en rouge, donc la plus au nord du Togo, qui est frontalière du Burkina Faso, donc qui fait face à des défis plutôt d'ordre sécuritaire. On a celle qui apparaît en jaune, qui est la commune de Tone 4, avec la ville de Korbongou, qui se rapproche un peu plus du Burkina Faso également, mais sur un axe qui mène vers le Bénin, qui se retrouve du côté est. Et on a la commune de Tone 1, en vert, qui est la principale ville de la région des Savanes, donc qui est très, très, très urbanisée pour le coup. Et enfin, on a Tandjouaré 2 qui se trouve du côté ouest, autour de la ville de Nano. Donc, nous avons fait le tour de ces 4 communes-là, le but étant, après cela, de réaliser le constat d'un certain nombre de défis qui sont relativement partagés. C'est d'abord la capacité à gérer les aspects liés à la densité de l'habitat, devant le constat partagé que la population est de plus en plus croissante, parce que ces milieux-là sont majoritairement ruraux. Et malheureusement, dans les milieux ruraux, on renouvelle toujours le constat d'une très grande fécondité. Ensuite, il y avait les questions liées à la gestion de la mixité sociale et fonctionnelle, la gestion de l'économie aussi et du recyclage, parce que la question du traitement des déchets, de la mise en boucle de ces déchets-là dans une nécessité de recyclage n'est pas encore véritablement prise en compte. Ensuite, plus loin, il s'agissait de réfléchir aux stratégies les plus convenables pour pouvoir mettre en place cette dynamique de développement urbain que les maires évoquaient. Et c'est à ce niveau, justement, que la question s'est posée me concernant. C'était d'abord de leur dire, sur la base de tout ce qui a été constaté, il y a de quoi faire. Mais lorsque je vous parle, vous me dites d'abord que vous avez besoin de financement. Par contre, moi, je considère que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez d'abord besoin de compétences. Parce que sans compétences, le financement ne sert à rien. C'est le message qu'il me faut, qui me paraît aujourd'hui nécessaire de porter à l'attention de nombreuses d'entre nos communes qui parfois sont promptes à requérir du financement sans forcément avoir la capacité d'en faire le meilleur usage. Et donc, on s'est dit... Beaugrain, désolé, oui. mais c'est donc un message que vous faites passer dans des prises de parole à la radio, mais également à travers des dispositifs de formation. Et là, si vous pouviez commenter ces quelques images qui témoignent voilà, de ce que vous faites pour former alors, et des habitants, des acteurs économiques, mais également des élus. Hein. Effectivement. Donc, l'image là où j'apparais à la radio a découlé en fait de cette rencontre-là où la nécessité de comprendre plus facilement la ville durable s'est imposée pour ces maires-là qui ne voulaient pas juste avoir l'information pour eux, mais également lancer une sorte de débat au sein de leurs différentes communautés. Raison pour laquelle j'ai fait un tour dans différentes radios. Là, c'était la radio Langtaba de Séquencé où j'ai pu parler de ville durable sous ces différents aspects,
qu'on les observe par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, la densité, la mixité, la mobilité, etc. Suite à quoi, j'ai eu un échange avec Monsieur le maire qui apparaît de 5C, Monsieur Nanyango Kudjo, qui apparaît sur la photo ici en vert, et son secrétaire général, Monsieur Aboudou, qui apparaît à l'extrême droite. Et l'autre monsieur Obilalé, est un collaborateur qui m'accompagnait. Donc, c'était une première mise en marche qui a été élaborée, le but étant de sensibiliser sur la question. Ensuite, nous sommes allés beaucoup plus loin, où nous avons essayé de réaliser des différentes séances de travail dont le but était d'identifier les différents axes qui permettraient justement aux populations dont les difficultés nous paraissaient nécessaires à comprendre pour observer les choses de leur point de vue et non pas simplement du point de vue des politiques, parce que parfois on se rend compte qu'il y a un décalage, où nous sommes allés, comme sur l'image qui apparaît dans Tonne 4, donc du côté de Corbongou, histoire de rencontrer différents éleveurs et différents agriculteurs, parce que là, la tendance est davantage orientée vers le développement de l'élevage. C'est une commune qui est très connue pour cela, mais ils sentent que c'est une activité qui bat de plus en plus de l'aile. Comment intégrer le développement économique local dans une logique de durabilité si on se départit en fait de ce que sont les savoir-faire locaux, les savoir-faire existentiels qu'on retrouve sur place et qui mobilisent en réalité principalement les activités des différents individus sur les lieux. Donc, nous sommes allés dans un village, on les a rencontrés. Et suite à ça, il y a eu une intervention qui a été réalisée ici par un de nos collaborateurs qui s'appelle Monkunti, à destination de la commune de Tanjouaré 2, dont les acteurs ont été sensibilisés à la gestion de projet. Pourquoi la gestion de projet? Parce que autant au niveau de 5C, il fallait renforcer la compréhension de la ville durable, autant au niveau de Corbongou, il fallait travailler sur les aspects liés à ce qui fait l'économie au niveau local. Autant chez eux, les principales difficultés mises en avant tout de suite, c'était la manière d'adresser en fait les projets, histoire de monter des projets et d'aller cette fois-ci vers la mobilisation de financement qui permettrait justement d'installer des poubelles dans des écoles, dans des marchés, etc., etc. Donc ça, c'était une intervention qui avait cette vocation-là. Alors, si vous le permettez, nous allons rester là pour le moment parce que je suis impatient de connaître les réactions des deux autres intervenants et vous pourrez d'ailleurs réagir à leur propre démarche. Ce que je retiens, hein, c'est cette dynamique que vous avez su enclencher sans projet préconçu, mais en étant au plus près des acteurs, en allant à leur rencontre pour bien comprendre leurs problématiques. Je retiens aussi l'importance de la formation pour accéder aux dispositifs de financement ou aux capacités en termes d'ingénierie. Monsieur Nabali, Mohamed Nabali, Vani Guichard, nous sommes dans un tout autre contexte que les vôtres respectivement. Néanmoins, comment voulez-vous réagir à ce que vous avez entendu? Et Beaugrain pourra réagir, sachant que vous êtes aussi, j'espère qu'on aura le temps de l'évoquer, vous avez aussi contribué à promouvoir les matériaux biosourcés avec votre casquette d'ingénieur. On y reviendra. Mais auparavant, à ce stade, peut-être un premier tour de réaction. Qui veut réagir? Mohamed Nabali? Oui, avec plaisir. Merci pour ces interventions. Enfin, en écoutant mes collègues du jour, je me suis dit, on a un point commun qui est avant tout de se dire, on ne peut pas attendre les autres pour améliorer notre quotidien. C'est ce que je retiens. Et peut-être deux messages qui me semblent importants que je vais dire différemment. La question du partage des savoirs, de la transmission du savoir et de l'accumulation des compétences est stratégique dans l'enjeu du développement territorial et de la place des citoyens dans l'urbanisme et plus largement dans le ménagement du territoire. Et ça, je suis totalement convaincu avec cet esprit. Je n'ai pas développé cet axe-là, mais on est totalement dans cette même philosophie à l'île Saint-Denis. Je prends un exemple des chantiers participatifs où, exemple,
les budgets participatifs qu'on lance ou les chantiers participatifs, c'est avant tout expliquer la complexité des rouages d'un développement territorial et des contraintes de l'aménagement et de l'urbanisme et petit à petit leur permettre de pouvoir agir dans ce cadre complexe. Ensuite, le deuxième message par rapport à Mayotte, enfin, moi je considère que Seine-Saint-Denis, Outre-mer, même combat. En réalité, c'est le même combat. C'est une réalité socio-économique qui est très complexe et compliquée, voilà, où souvent on est renvoyé à des plans spécifiques pour essayer de résoudre certains sujets, alors qu'on ne peut résoudre nos enjeux que si on a une approche systémique. Et ce que j'ai entendu à travers l'intervention sur Mayotte, c'est la volonté de poser cette approche systémique et d'être volontaire et chef d'orchestre pour que ça marche. Et ça aussi, c'est un autre message fort, c'est il faut partir du local et de servir des politiques nationales comme une boîte à outils. Voilà, moi j'y tiens vraiment souvent, je dis à l'État et à mes différents partenaires, métropoles, régions, etc., créer des boîtes à outils et faites confiance aux élus locaux et à la société civile pour s'en servir pour leurs intérêts et ceux de nos territoires. Vanny Guichard, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre dans la bouche de Mohamed Nabali comme dans celle de Baugrain-Doumongue? Non, non, tout à fait. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Effectivement, il y a énormément de parallèles et c'est dommage qu'on ne mette pas plus l'accent d'ailleurs. Enfin, et c'est tout l'intérêt de ce webinaire-là d'ailleurs, de créer des parallèles pour montrer qu'en fait, il y a des similitudes là où on ne penserait pas et où autant s'inspirer des expérimentations des uns et des autres pour tester en fonction des sites de chacun. Et après, j'étais aussi curieuse de savoir si, suite aux formations, enfin, j'avais deux questions, suite aux formations qui ont été faites par Baugrain-Dumongue, est-ce qu'il y a des projets qui ont éprouvé ces formations-là? Est-ce qu'en fait, les gens, ils ont pu les mettre en application? Et après, pour Mohamed Niabali, je pensais à la ferme des possibles. Je me demandais aujourd'hui où est-ce que ça en était. Est-ce que ça a semé des graines ailleurs, en fait? Est-ce qu'il y a eu de la même façon des échanges avec d'autres villes ou d'autres territoires qui ont eu envie de développer une initiative comparable? Et si oui, lesquelles et comment ça s'est monté? Alors peut-être répondez Mohamed Nabali et on terminera avec Baugrain-Doumongue qui pourra aussi nous montrer ce qu'il fait du côté des matériaux biosourcés. Mohamed Nabali, donc sur la pollinisation de la ferme des possibles. Alors, en fait, on est également financé par l'ANRU sur une approche d'agriculture contributive qui mobilise les habitants. Voilà. Et on a une demande d'essaimage quasiment nationale dans plusieurs territoires qui nous ressemblent. En général, notre travail, c'est de travailler dans la périurbanité de la centralité, dans les quartiers populaires, les QPV. Voilà. Donc oui, on a eu plusieurs demandes de villes et de territoires. Et non, je n'ai pas voulu essaimer parce que je considère que la ferme a 5 ans et que je veux aller au bout de l'exercice et du modèle. Moi, je dis qu'il y a un facteur clé, c'est le temps. Et aujourd'hui, je suis en train de réaliser une seconde ferme, je vais dire une deuxième, parce que j'ai une ambition de troisième quand même, une deuxième ferme sur le département de la Seine-Saint-Denis, avec une double approche sur un terrain d'un hectare. Sur un terrain d'un hectare, combien d'emplois on arrive à créer et combien d'habitants on arrive à alimenter et combien de personnes on arrive à sensibiliser autour de la nature et de l'alimentation durable. Et c'est un peu ça qu'on pose. Et exemple, sur cette première ferme, on fait 2000 visiteurs l'an dernier, 60 emplois, voilà, et un impact autour de l'alimentation. Exemple, on livre 5 tonnes semaine de corbeilles de fruits. Pas que de notre production, mais avec d'autres groupements. Et donc, pour rebondir sur mon collègue, on a aussi une ferme qui a un bâtiment bioclimatique en bois terre paille avec énormément d'éléments de réemploi où j'ai été précurseur dans les années 2012-2013. Et aujourd'hui, sur notre territoire, on a ce qu'on a appelé le métabolisme urbain.
un peu comme tout ce que je vous ai dit depuis le début, on se sert des déchets du BTP pour en faire des ressources nouvelles sur le territoire. Ça fait une belle transition avec, me semble-t-il, les matériaux biosourcés de Beaugrain-Doumont. Au passage, je note donc l'invite qui vous est faite, Vanille Guichard, en sous-texte, à vous saisir du concept de la ferme des possibles et d'en créer une sur l'île de Mayotte, ou en tout cas votre commune. Beaugrain-Doumont, vous avez donc une question Tout à fait. qui vous a été posée par Vanille, et dans la foulée, nous dire en quelques mots, malheureusement, dans quelle mesure comment, au-delà de formation, vous êtes aussi dans le développement de solutions concrètes, matérielles, à travers, encore une fois, ces matériaux biosourcés. Et on terminera malheureusement par là. C'est noté. Donc, pour répondre à la question de Mme Vaini Guichard, totalement. Donc, les premières démarches qui ont succédé au premier contact que nous avons eu avec les maires ont donné lieu à ces formations-là, lesquelles ont permis de mettre en branle une autre étape beaucoup plus grande, beaucoup plus factuelle, qui a consisté cette fois-ci à les réunir autour d'une table, le but étant de réfléchir sur ce que sont les principaux axes autour desquels vont se construire l'approche de développement urbain durable qu'ils ont souhaité pouvoir mettre en place d'entrée de jeu. Et il en a été identifié une quinzaine parmi lesquelles la population, l'eau, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'emploi, l'énergie, le sport, la solidarité, la culture, etc. Donc, autour de ces 15 axes principaux, est en train de prendre corps à ce jour ce qu'on va appeler le concert des villes. Le concert des villes regroupera l'association Construire pour demain et puis les 4 communes que j'ai évoquées ici aujourd'hui. Le but étant justement de faire de ces 15 axes qui ont été identifiés la base commune pour développer à des degrés divers selon les cas l'approche de développement urbain durable de chacune de ces communes-là. Et il me plaît ici de faire écho à nouveau à ce que disait Monsieur le maire Niabali. Nous considérons, nous, que c'est véritablement à l'échelle locale que l'expérimentation va donner en fait corps à des idées, à de nouvelles formes d'innovation urbaine qui seront au service de la ville. Parce que autant nos villes, nos principales villes, nos capitales sont très grandes, autant il est difficile de travailler dessus, autant justement l'échelle du rural nous offre un timbre beaucoup plus malléable pour pouvoir travailler ces différentes approches-là. Et donc, le but du concert des villes, c'est finalement de nous retrouver autour d'une table, de nous reconnaître comme ayant des besoins qui se répercutent globalement sur les axes qui ont été identifiés. Et cette fois-ci, maintenant, de travailler à accentuer la formation en allant surfer sur l'art prométhéen de voler le feu au ciel. Le but, c'est d'aller peut-être voir demain le maire Niabali pour lui dire, mais vous avez peut-être de l'expérience avec la ferme, vous avez réalisé ça, ci ou ça. Peut-être que votre expérience pourrait nous être utile pour développer tel ou tel aspect dans le cadre de tel ou tel axe. Et dans ce cas, il appartiendra à monsieur le maire de nous dire, oui, effectivement, en tel nombre d'années, j'ai développé telle expertise. Donc, on arrive à un point de rencontre où cette expertise, cette expérience peut être transmise et réadaptée à nos contextes locaux pour nous permettre d'aller de l'avant. Suite à quoi, une fois que les acquis seront mobilisés pour être beaucoup plus poignants, là, en ce moment, on est sûr que les fonds qui arriveront pour financer cela seront très utiles parce qu'on saura exactement quoi en faire et de façon claire, on pourra produire du développement. Donc, pour ce qui concerne maintenant... Domingue, alors malheureusement, je crains qu'on n'ait plus le temps de présenter les matériaux biosourcés, mais... En 30 secondes, 30 secondes. Alors, 30 secondes, allez-y. Tout à fait. Donc, l'expertise de Construire pour demain que nous déployons tient aussi de nos compétences en matière d'ingénierie. Et moi, j'ai été très sensible aux travaux qui ont été faits, notamment en Camargue, avec l'usage de la balle de riz. Et j'ai essayé à mon échelle de retravailler cela parce qu'on a de nombreuses zones rizicoles ici où les balles de riz sont jetées ou brûlées. Donc, on a réutilisé pour fabriquer des parpaings légers et les tester grandeur nature. Donc, sur l'image que vous voyez apparaître en haut à gauche,
Et d'ailleurs, sur la partie extérieure qui apparaît en dessous, on a une cellule qui a été construite en béton de balle de riz et à l'intérieur de laquelle des différents capteurs ont été mis pour pouvoir mesurer des échanges de température entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui nous a amené à un écart d'environ 6 degrés, qui est quand même assez démonstrateur de ce que ça marche. Et sur l'image qui apparaît en haut à droite, c'est le modèle Camargue qu'on a essayé d'adapter, histoire de le tester et induire de nouvelles pratiques qui valorisent justement l'usage du vrac. Le but de tout cela, c'est de renforcer la capacité des populations rurales, populations rizicoles majoritaires, à se loger et non plus à brûler et jeter justement ces balles de riz-là qui, sur la base des études que nous avons menées, représentent un gros atout pour faciliter le logement. Et juste en dessous, c'est des exemples de parpaings à base de béton de balle de riz qui ressemble peu ou prou au béton de chanvre qui est très utilisé en France, que nous avons produit et que nous sommes en train de vulgariser de plus en plus dans ces communautés-là. Merci Baugrain Doumong. Okay. Mohamed Nabali et Vanny Guichard, vous me répondez par oui, non, peut-être. Est-ce que ce que vous a donné à voir Baugrain Doumong vous donne envie de creuser cette perspective pour vos démarches respectives, comment à Kungun d'une part et puis l'île Saint-Denis d'autre part? Oui, non, peut-être. Est-ce que vous allez prendre date et vous revoir à l'issue de ce webinaire pour approfondir la question? Pour l'île Saint-Denis, oui, très sensible à ces questions-là et avec grand plaisir pour ce partage d'expérience. Parfait. Vanny Guichard. Et pareil, de mon côté, il faudra que j'en échange avec le maire qui pourrait vraiment être sensible à ces sujets-là. Parfait. Alors, nous sommes naturellement frustrés de ne pas pouvoir poursuivre l'échange, mais nous voyons qu'il peut y avoir des suites prometteuses et c'est au fond le but du jeu. Merci infiniment à tous les trois. Ce n'est pas fini. Nous allons entendre ce que Halima Emrabti a retenu de vos témoignages respectifs. Merci infiniment à elle d'avoir aussi dégagé du temps pour nous retrouver pour son deuxième exercice de synthèse. Halima, je rappelle que vous avez une longue expérience des aménagements, de l'aménagement urbain. Vous avez travaillé en France pour des établissements publics d'aménagement. Vous avez rejoint Riyad, où vous vivez actuellement, après avoir été expert développement urbain à l'UN Habitat, excusez du peu, et vous êtes actuellement, vous avez rejoint un cabinet d'ingénierie urbaine anglo-saxon, également installé à Riyad. Vous avez donc 10 à 15 minutes pour nous partager ce que vous avez retenu de ces témoignages et de ces échanges. Merci par avance, Halima. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Alors, forcément, cet exercice ne sera pas des plus simples, vu tous les éléments très riches qui ont été partagés par vous trois. Tout d'abord, je vais commencer par te citer, Sylvain. J'ai beaucoup aimé quand tu disais que ces témoignages ont des vertus thérapeutiques. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien à entendre, surtout pour les gens comme nous qui travaillons sur le développement urbain, parce que nous avons entendu ici beaucoup de vérités, et beaucoup de vérités qui peuvent finalement s'appliquer à différents endroits. En tout cas, ce qu'on retient de tous, c'est qu'il faut se retrousser les manches, que oui, il y a énormément de challenges, il y a énormément de problématiques, quel que soit le territoire. Simplement, quand il y a de la volonté politique, du courage politique, pour reprendre votre terminologie, Vanny, eh bien, finalement, l'intérêt général peut être servi. Je vais commencer par tenter de résumer ce que Monsieur le maire, Monsieur Mohamed Gnabali, vous avez partagé avec nous. Donc, on retient finalement que le contexte géographique et socio-économique de l'île Saint-Denis est assez unique. C'est un département, tout d'abord, ce département de la Seine-Saint-Denis qui est le plus jeune de France, un des plus dynamiques et qui a cette particularité d'avoir connu tout un tas de flux migratoires depuis les années 30. Vous avez une relation assez intime avec lui parce que c'est là où vous avez grandi et je pense qu'on a tous senti votre passion dans votre discours. La ville, cette fois de l'île Saint-Denis, bah, elle découle finalement de cette identité départementale puisque c'est une ville et une île ouvrière.
Et depuis voilà, plusieurs décennies, il y a de grands groupes qui en font une sorte de véhicule économique de la région, mais ces grands groupes, ils ont fini par partir et finalement, c'est l'intérêt général qui a pris le dessus sur l'intérêt économique, mais qui a pu aussi créer un autre levier économique qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Et c'est intéressant de voir comment voilà, l'intérêt général et l'intérêt économique peuvent collaborer ensemble à travers la mise du citoyen ou de la citoyenneté au cœur du développement territorial, comme vous l'aviez dit avec beaucoup de panache, les gens avant l'argent, une société de liens avant une société de biens. Je pense que le marketing parfois est utile pour faire passer des messages et là, ces messages étaient assez clairs. Et donc, c'est à travers le passage de la logistique vers l'économie sociale et solidaire que votre ville a su et a pu se réinventer. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une ville à travers les diagnostics que vous avez pu en faire qui s'assume telle qu'elle est, avec ses qualités et avec ses défauts. Et c'est ce diagnostic assez voilà, véridique qui peut vous permettre à vous, politique et ville, de proposer des éléments, des leviers assez innovants. Vous avez parlé de la ferme des possibles, je pense que c'est un exemple parfait, puisque cette ferme des possibles, si j'ai bien compris, allie plusieurs bienfaits. D'une part, elle propose une agriculture biologique et une alimentation pardon, durable bah, aux populations et aux agriculteurs. Donc, encore une fois, on allie cet intérêt général avec le développement économique. Elle permet aussi d'attirer des investissements d'ailleurs et puis elle permet à travers cette chaîne de valeur assez large de créer des emplois, de développer de nouvelles compétences au sein de la population. Vanny, vous avez mis le doigt sur le principe de réplicabilité qui, je pense, est vraiment important parce que c'est vrai que des projets qui sont développés sur un territoire peuvent venir essaimer leurs bonnes pratiques sur d'autres territoires. Mais bien sûr, cette expérimentation doit aller jusqu'au bout, comme vous nous l'avez rappelé, monsieur le maire. Le deuxième point sur lequel voilà, vous avez mis en lumière a été celui de la nature en ville. Donc, heu, l'île Saint-Denis est une île, donc elle a certaines vulnérabilités, mais encore une fois, ces vulnérabilités, vous essayez de les transformer en force. Et donc, cette île est une île naturelle, bien qu'elle soit à la base aussi une île industrielle. Et vous avez créé un espace vert à moins de 5 minutes de chaque habitation. Je souhaiterais applaudir ça parce que dans mon travail, notamment le travail que j'ai eu précédemment avec les Nations Unies, on travaillait énormément sur des indicateurs, vous voyez, voilà, on essayait de comprendre qu'est-ce qu'était en moyenne une ville verte, une ville naturelle. Et je peux vous dire que les indicateurs sont assez loin de ce que vous nous proposez ici. Donc, vous êtes vraiment un très, très bon élève au niveau mondial et un exemple, je pense, pour plein d'autres villes. Vous nous avez également parlé de la protection et du double usage que vous faisiez de certains de ces espaces à travers le parc Natura 2000, à travers la transformation des équipements sportifs en parcs sportifs et tout un tas d'autres exemples. Donc ce double usage est assez intéressant et encore une fois peut être répliqué dans d'autres territoires. Et un dernier point qui, pour moi, est essentiel, c'est celui du lien que vous avez su créer avec le secteur privé. Le secteur privé se doit de participer à vos ambitions et à la recherche de l'intérêt général. Et vous nous avez donc demandé aux bailleurs de créer des espaces verts, des parcs, des squares au sein des quartiers qu'ils gèrent. Les JO, maintenant, donc au-delà du village des athlètes, sont pour vous un accélérateur du réaménagement urbain. Et notamment, c'est à travers l'héritage direct des JO que vous pouvez
clamer finalement que ces nouvelles infrastructures lourdes que la ville va et a développées, elles auraient jamais pu finalement, ou alors très difficilement, voir le jour. Et donc l'aménagement des berges de Seine, la base de loisirs nautiques, les parcs, etc., doivent beaucoup à ces jeux. Mais il y a également de manière indirecte, donc à travers le fait que les bailleurs sociaux rénovent 100% du parc social, une impulsion des jeux qui a amélioré la qualité de vie des habitants. Pour vous, Vanny Guichard, je pense qu'on a également su et appris énormément de choses sur sur cette autre île et cette grande île qu'est Mayotte. Pour le contexte de la ville, on comprend que la ville de Cougnou est la deuxième ville de Mayotte avec 55 000 habitants, qu'elle est une sorte de laboratoire parce qu'elle concentre toutes les problématiques que l'on rencontre à Mayotte, mais elle a aussi beaucoup de ressources comme son port, ses carrières, sa population jeune. Donc là encore, c'est un miroir de l'île de Mayotte. On a noté de votre part la défiance que pouvaient avoir les populations envers les pouvoirs publics et la manière dont ceci a été retourné, parce que un développement ne peut finalement se faire sans ces pouvoirs publics, et donc les pouvoirs publics doivent forcément être au cœur du développement pour lutter contre ce marché de la pauvreté qui existe, dont vous nous avez parlé. Et vous avez pour cela mis en place une méthode pour enrôler les pouvoirs publics. Donc, comme je le disais au début, il est de votre devoir et du devoir des urbanistes, tous les acteurs de la ville de se retrouver de se retrousser les manches et de trouver des solutions aux problématiques. Et ce que j'ai aimé dans votre approche, c'est que il a été important pour vous d'aller au-delà de ce que je vais appeler des croyances populaires, notamment lorsqu'il s'agit de la définition du bidonville. Parce que pour essayer d'éradiquer les problématiques des bidonvilles, il faut déjà bien les connaître. Et souvent, on croit connaître quelque chose, mais on ne le connaît pas forcément. Donc, vous avez fait un réel travail de cartographie de la réalité de ces lieux informels pour mieux pouvoir répondre à ces problématiques. Et vous avez finalement basé les politiques, les projets sur un diagnostic qui était clair. Et ça, c'est d'une importance cruciale parce que souvent, les solutions sont amenées sans une parfaite connaissance des problématiques. Et une fois ces problèmes cartographiés et qualifiés, il faut venir tester les solutions. Et il faut savoir prendre des risques, innover pour parfaitement répondre aux problématiques spécifiques de Mayotte et de cette ville, sans plaquer finalement des réglementations ou des solutions qui ne marchent pas forcément au local. Vous nous avez rappelé donc sur le cas de Mayotte que finalement il manquait une case juridique, il y avait une sorte de trou dans la raquette du projet urbain, également un autre trou qui est plutôt le trou financier. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez su cartographier lors de votre diagnostic assez poussé. On a noté au début le courage politique qui est nécessaire pour prendre des risques, pour encore une fois tester et qu'il est accepté, et c'est pour ça peut-être qu'on peut parler de courage, de ne pas réussir à tous les coups. Parce que quand on parle de tests, d'expérimentation, d'innovation, cela doit forcément être accolé à un risque d'échec. Vous nous avez aussi parlé de l'expérience ou de cette politique, si on peut parler de politique de place nette. Encore une fois, vous avez tenté et vous nous avez rappelé qu'il faut tenter en tout cas d'éviter les solutions de facilité. Donc on pourrait penser que la démolition est la solution de facilité parce qu'on peut reconstruire de- d'une meilleure manière, en tout cas éradiquer les problèmes qui ne sont pas d'ordre bâti. Mais en réalité, cela peut simplement déplacer les problèmes et cela finalement doit, selon vous, être un dernier recours lorsque les autres options ne peuvent s'appliquer au lieu. Monsieur Gnabali, vous nous avez rappelé à ce titre que même si vous n'avez pas de bidonville sur l'île Saint-Denis, vous avez des réalités socio-économiques similairement complexes qui obligent les acteurs à avoir une approche systémique et volontaire. Sur la problématique
de la méthodologie que vous avez utilisé pour résorber les bidonvilles. Donc, j'ai parlé assez brièvement de l'aspect réglementaire, mais je voudrais revenir dessus parce que la connaissance de la réglementation, finalement, elle est primordiale dans votre cas et le levier normatif est une réelle solution à prendre en compte. Et encore une fois, Monsieur Nabali, quand vous dites que la boîte à outils réglementaire est importante, finalement, vous demandez aussi au secteur, à l'État central et au niveau régional de mettre en place pour les territoires des solutions qui peuvent venir résoudre facilement des problématiques locales. Enfin, Monsieur Beaugrain, vous nous avez voilà, gardé en Afrique, mais sur le continent africain, et vous nous avez ramené vers quelque chose dont on ne parle pas tout le temps quand on est urbaniste, mais qui en réalité est au cœur du développement territorial et de l'aménagement urbain au niveau national. C'est la question de la ruralité. Et votre approche, elle est différente parce que vous nous disiez que finalement, vous, c'est en vous intéressant à la ruralité que vous avez dû répondre aux problématiques urbaines. Donc, on s'est centré, pas que, mais notamment sur la région des savanes, qui est la région la plus pauvre du Togo. Vous nous disiez notamment, pour un peu appuyer là-dessus qu'il y avait, c'était la région où il y avait le plus d'ONG au mètre carré. Donc, c'est intéressant de voir que dans certains territoires, dans certaines géographies, il y a des institutions, des acteurs qui peuvent être des acteurs non étatiques, non publics et non privés. Ce sont les ONG et les associations. Je pense que, Monsieur le maire, vous nous avez également brièvement parlé des associations locales. Donc cette région, des savanes, elle est particulière parce que c'est une région, dont les zones rurales se vident de par le manque d'opportunités, également de par les problématiques politiques. Et cette tendance d'émigration, elle crée finalement de nouveaux challenges pour les populations qui restent dans ces zones rurales dépeuplées. Il y a également de nouveaux challenges, pour les zones urbaines qui ne sont, elles, pas forcément préparées et qui se retrouvent dans des situations complexes où elles ne savent finalement apporter le minimum de services à ces nouvelles populations rurales qui viennent s'installer en leurs différents quartiers. Donc c'est cette question des liens et des interstices qui doivent être des zones de projet qui, je trouve, est extrêmement pardon, intéressant dans votre discours, il y a les zones rurales, les villages, etc. Il y a les villes, mais entre les deux, il y a des milieux ruraux, il y a des villes intermédiaires qui sont souvent le parent pauvre des politiques d'aménagement du territoire. Et elles doivent vraiment être pensées, comme vous nous l'avez rappelé, comme des sas pour contenir les flux migratoires entre ces deux zones et finalement investir sur ces interstices c'est quelque chose d'extrêmement primordial. Et vous avez également témoigné sur la manière dont les personnes, les politiques, les habitants peuvent être formés pour accompagner ces développements. Donc, former les élus, les habitants à une multiplicité de thématiques, notamment qui inclut celle de la ville durable, est un projet sur lequel vous travaillez et sur lequel vous développez beaucoup même d'activités, de la communication, mais également des formations dédiées. Et donc, comme vous le disiez, sur la base de tout ce que vous avez constaté, encore une fois, on repart de ce diagnostic solide, vous nous dites qu'il y a de quoi faire finalement. Parce qu'il y a la question des financements, encore une fois, qui au Togo aussi est un trou dans la raquette, mais avant même les financements, il y a les compétences qui doivent être développées pour mettre en œuvre les réponses qui sont proposées. Et là-dessus, je vous rejoins totalement pour beaucoup travailler sur les pays du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite, qui, comme tout le monde doit le savoir, sont des lieux où le financement n'est pas forcément un problème grâce à la manne pétrolière. Je peux vous dire que souvent leurs problématiques s'approchent de pays en voie de développement parce que les compétences, elles, ne sont pas là. Donc voilà, c'est un exemple parfait pour démontrer que même s'il y a des financements, si nous n'avons pas de compétences, développer les villes, développer les territoires cela peut être fait de manière bancale. Euh,
Donc, pour ce faire, vous avez développé, comme je le disais, des séances de travail pour identifier les axes de développement avec les résidents, avec la population locale, vérifier les diagnostics qui émanent seulement des politiques. Donc voilà, il y a une sorte de fact-check, comme on dit en anglais. Un diagnostic d'une institution finalement ne suffit pas. Et encore une fois, le citoyen, la citoyenneté, la population doit être au centre de toutes les politiques et de tous les projets. Et il est primordial de savoir écouter leurs besoins. Et comme rappelé par Monsieur Gnabali, finalement, les enjeux du savoir, c'est quelque chose qui est partagé par tous les territoires et notamment avec l'île Saint-Denis. Euh, je pense que j'ai fait le tour de presque tout. Ah non, simplement pour la construction, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Vous nous avez parlé de vos projets d'éco-construction et de l'exemple que vous aviez pris de la Camargue, et donc aider les populations rurales à se loger tout en proposant une solution d'éco-construction ou de biomatériaux est un exemple parfait, je pense, aussi en termes d'économie circulaire, parce que l'idée que vous avez là, c'est de répondre à un problème socio-économique et environnemental d'un seul coup. Je ne peux qu'applaudir cette initiative, et ça nous renvoie à la question de la réplicabilité, parce que vous vous appuyez vraiment beaucoup sur cet exemple de la Camargue. En conclusion, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et parce que je pense que j'ai déjà été trop longue, euh, le diagnostic finalement du lieu pour vos vos trois territoires est presque chirurgical. J'ai envie de dire, chacun à votre manière, vous utilisez des outils différents, mais vraiment, je retiens ce diagnostic qui est très, très, très défini et qui permet de répondre avec justesse aux problématiques. La question de l'innovation, donc en termes de proposition, une fois que ce diagnostic est établi, est aussi vraiment important. Donc, on va innover pour répondre aux problématiques qui ont été identifiées, proposer des scénarios et des outils de développement. Cette innovation, elle doit se faire suivre d'une expérimentation, d'un test où cette fois-ci, les acteurs doivent accepter l'échec. Parce que pour expérimenter, on doit savoir se dire que bah, finalement, peut-être que ça ne va pas marcher. Et donc, enfin, la réplicabilité est quelque chose qui peut permettre d'appliquer des bonnes pratiques qui ont été testées ailleurs. Voilà pour moi, je vous remercie encore pour tous vos messages qui ont été tous assez importants, et merci à l'organisation pour ce superbe webinaire. C'est nous qui te remercions, comment Halima Emrati, pour cette restitution. J'imagine la frustration de nos panélistes qui ne pourront pas réagir à ces propos, mais au moins, ils ont eu l'assurance que leurs propos ont été écoutés, voire même plus, que leurs paroles ont été bues. Et puis, vous avez la possibilité de nous retrouver au prochain webinaire qui se tiendra, n'est-ce pas, Charlotte, le 28 mai prochain. Tout à fait. Donc, merci en effet, Alima, pour tes propos hein, qui viennent vraiment restituer le riche échange entre nos trois intervenants aujourd'hui. Je retiendrai quand même l'idée que les nouvelles générations revendiquent une nouvelle culture dans le rapport donc à la planète, aux habitants, au territoire et aux vivants. Et comme on l'a vu aujourd'hui, cela en mobilisant notamment les matériaux biosourcés, l'agriculture urbaine, la végétalisation des villes ou encore la réduction des consommations d'espace. Donc voilà, je renouvelle mes remerciements à Monsieur Mohamed Gnabali, Madame Vanny Guichard et Monsieur Bogrin Doumong pour votre présence aujourd'hui et vos témoignages complémentaires sur la fabrique urbaine à l'épreuve de l'expérimentation pour créer des villes durables et inclusives. Donc voilà, nous nous retrouvons en effet le 28 mai de 17h à 18h15 heure de Paris pour un dernier webinaire qui posera la question suivante: l'apprentissage de l'urbanisme, quels principes et quels savoirs faut-il mobiliser? Donc au plaisir de vous retrouver donc le mois prochain. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Merci.